Donc là, on accueille Antoine Souilly, étudiant à la maîtrise en littérature comparée à l'Université de Montréal. Il étudie le lien de filiation entre le romantisme menteur, en 1984, de Gibson, le livre de jeu de rôle Cyberpunk 2020, de 1990, de Ralstorium Games, et le jeu vidéo Cyberpunk 2077, sorti en 2020, de CD Red Project, à travers le phénomène de la zone extra-légale. En fait, Premièrement, merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être ici. C'était très intéressant aussi, toutes les discussions qu'on a eues, puis les autres présentations aussi. Malheureusement, je n'ai pas pu être là ce matin. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un aussi qui présentait sur le même jeu, en fait, sur Cyberpunk 2077. Donc, j'ose espérer que ça ne va pas être trop répétitif. Ça se peut qu'on se recoupe un peu parce que j'ai cru voir qu'il y avait un angle un petit peu similaire au mien. C'est la vie. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des dissonances discursives qu'il y a dans le jeu Cyberpunk 2077. Qu'est-ce que j'entends par dissonance discursive? Donc, discursive comme dans le discours et dissonance comme il y a des choses qui ne concordent pas un petit peu. Et on va voir comment un jeu qui se targue d'être punk peut exister dans un environnement techno-capitaliste aussi déterminé et déterministe que celui-là. Donc, pour commencer, pour parler un petit peu du jeu, donc c'est un jeu qui est développé par CD Red Project. Ils ont travaillé 8 ans dessus, et même en fait plus que ça, parce qu'on peut dire qu'ils travaillent continuellement dessus. Et donc, ça a été un jeu qui a été annoncé en 2018 au feu Salon I3, donc le Salon I3 qui n'existe plus. Et il y avait toute une présentation avec Keanu Reeves, qui est comme un acteur très apprécié d'une certaine frange de la population. Donc, ils ont bien visé leur auditoire. Et il y avait un gros hype autour du jeu qui s'est effondré lors de la sortie du jeu en 2020. Et là, ça a été catastrophique. L'entreprise a chuté en bourse. Les gens étaient mécontents. Le PlayStation Store a retiré le jeu de son store, ce qui est comme une première pour une production AAA dans le milieu. Et même que CD Projekt offrait le remboursement aux joueurs. Ce qui est quand même, bon, toutes des mesures assez extraordinaires. Et si vous avez un petit peu suivi l'actualité, mais c'est parce que le jeu était plein de bugs, le jeu n'était pas adapté pour les consoles de génération avant, donc Xbox 360, PlayStation 4. Donc, c'était vraiment un produit qui était plus ou moins fini. Je vais y revenir un peu plus loin dans la présentation. Et donc, Cyberpunk 2077 se présente d'emblée comme un univers multimédiatique parce que non seulement c'est un jeu vidéo, mais c'est basé en fait sur un jeu de rôle qui est Cyberpunk 2020. Et ils ont même, pour l'occasion, fait une réédition du jeu de rôle, donc sous le nom Cyberpunk Red. Et il y a aussi un show, une émission télé sur Netflix, donc Edge Runner, et ils ont aussi sorti un livre, un roman officiel basé sur le jeu qui s'appelle No Coincidence. Donc, tous ces objets-là qui vont tourner autour de l'univers de Cyberpunk 2077, ce qui en fait une œuvre multimédia. Puis, grosso modo, là, je ne fais pas une présentation sur l'histoire, mais bon, vu que je parle du jeu, je vais quand même parler vite de l'histoire. Donc, dans le jeu vidéo, on est un ou une mercenaire, donc on peut choisir selon ses préférences, et qui s'appelle V, qui va, dans une de ses missions, s'implanter un biochip dans la tête, donc une puce, qui contient un construct, qui est comme une personnalité de Jenny Silverhand, qui va être Keanu Reeves, interprété par Keanu Reeves. Et donc, cette construct-là va menacer le mercenaire ou la mercenaire V. Et donc, en tant que joueur, dans le jeu, vous essayez un peu de sauver V, dont la vie est menacée par le biochip. Il veut aussi V devenir un mercenaire de renom dans Night City, la ville du jeu. Donc, c'est très, très grosso modo l'histoire du jeu. Donc, voilà. D'ailleurs, ça, c'est une prise ça s'est tiré du jeu, c'est fourni par l'entreprise CD Projekt, CD Projekt Red Bull. Bon, on avait fait des fois, ça marche pas dans la c'est classique. Non, ça va. Non, ça va pas. C'est juste. Merci. Donc, rapidement, je vais faire un petit tour de présentation du courant Cyberpunk. On pourrait avoir une journée entière là-dessus, diverses présentations. Ça peut être c'est un sujet très vaste. Donc, je vais tourner les coins ronds en 4-5 minutes. Donc, le courant Cyberpunk lui-même est un courant multimédia. Qui est né un petit peu, bon, la date n'est pas très précise, ça dépend des chercheurs.
Donc, il y a des chercheurs comme Lee qui vont dire que c'est apparu en fin des années 70 avec des auteurs comme Gibson ou Shirley. Il y a d'autres chercheurs, par exemple, comme Tent, qui disent que non, c'est apparu avec le film Blade Runner, donc vous voyez le poster ici. Ou même, il y en a qui disent, comme Spiegel, que c'est apparu après le film Blade Runner. Donc, les chercheurs ne s'entendent pas vraiment sur quand est-ce que le mouvement a vraiment apparu. Mais ce qu'on comprend, c'est que c'est né à peu près en Amérique du Nord, dans la deuxième moitié du 20e siècle, et autour des années 70-80. Donc, c'est à peu près dans ces eaux-là. Et que les figures très importantes, on a Gibson, Shirley et Blade Runner, qui a été fait par Ridley Scott, et aussi le livre sur lequel il est basé, qui est un livre de Kotick qui s'appelle Do Android Dream of Electric Sheep. Le courant cyberpunk va traiter des postes. Donc, les postes, c'est tous ces courants-là qui sont étiquetés de postes, en fait. Donc, on a plein le post-féminisme, post-colonialisme, le postmodernisme. Et j'aime beaucoup la définition de Marianne Hirsch, qui a travaillé sur le concept de post-mémoire, qui nous dit dans une entrevue que pour elle, les postes, en fait, c'est comme des post-it. Donc, la similarité est amusante, je trouve. Elle dit que c'est vraiment comme quelque chose qu'on met sur des concepts qui existaient déjà et qui va venir retravailler notre façon de les voir. Et elle nous dit aussi dans l'entrevue, un post-it, ça peut tomber, donc c'est quelque chose qui est fragile. Donc, les postes, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas un nouveau concept, mais qui est vraiment juste comme une nouvelle perception du concept. Et dans le cyberpunk, dans le courant cyberpunk, on va vraiment retravailler des notions comme l'humanisme avec le post-humanisme, donc la relation entre l'homme et la machine, l'être humain et la machine, pardon, où on va travailler aussi la post-métropole. Ça, c'est un concept qui est un concept qui est de Kant, parce que la métropole est abordée sous des lieux, on va dire, qui sont circonvoisins, donc qui sont autour de la métropole, tels que le monde underground, les stations orbitales ou encore les planques de criminels. Donc, on est vraiment autour de la métropole. On va dans le cyberpunk, on va travailler aussi des concepts comme le post-industrialisme, donc de quoi l'économie a l'air de la post-industrie, et bien sûr la post-modernité. Encore une fois, ça, c'est tous des concepts qui eux-mêmes pourraient être retravaillés dans d'autres présentations qui sont aussi très, très vastes. Donc, rapidement, la postmodernité, on pourrait la voir comme un courant qui apparaît aussi durant le 20e siècle, où est-ce qu'on va aller déhiérarchiser les discours, donc où est-ce qu'on a une pluralité des points de vue et non pas juste un discours dominant. Donc, ça m'amène à parler du punk dans le cyberpunk. Donc, cyberpunk, c'est un mot qui est composé de cyber, donc tout ce qui est électronique, évidemment, et punk. Le punk, vous vous en doutez, ça vient de la musique punk, qui est apparue en Grande-Bretagne dans les années 70, qui s'est exportée aussi dans cette même décennie aux États-Unis. Et en fait, le punk, ça va dépasser largement la musique, ça va juste englober tout simplement la production culturelle qui est à l'extérieur des circuits commerciaux, dans une optique d'autonomisation des personnes qui vont faire cette production-là. Donc, c'est vraiment carrément une philosophie. Et en fait, le côté punk de cyberpunk a été attaqué par plusieurs chercheurs qui ont essayé de dire que finalement, le cyberpunk, c'est pas tant punk que ça. Par exemple, on a Blatchford et Nixon qui sont très critiques du côté punk dans le cyberpunk parce qu'ils disent que c'est impossible d'avoir cette critique-là punk dans des œuvres qui utilisent le côté cyber, donc les technologies. Alors que les technologies, il n'y a rien de moins punk que ça parce que ça s'inscrit dans tout le réseau techno-capitaliste qui sont nécessaires pour leur formation et leur utilisation. Donc, il essaie de mettre un petit peu de relativiser l'importance du punk dans le cyberpunk. Mais moi, je m'intéressais plutôt à, on pourrait dire, une contre-critique. Mais ça, je vais revenir un petit peu plus loin. Parce que là, avant, j'avais des photos de jeu à vous présenter. Je n'ai pas de vidéo, mais il y a des photos que moi, j'ai prises dans le jeu. Donc, ça, c'est le centre-ville de Night City, qui est pris depuis, je pense, l'appartement d'une des personnages. Et juste en contrebas de ce point de vue-là, on a des taudis qui sont quand même assez visibles. Là, j'ai juste 6 photos à vous présenter, j'en ai pas 120. Ben, j'en ai 120, mais j'en ai juste.
Ici, on a Pacifica, qui est un quartier abandonné, visiblement, donc qui était avant une espèce de projet touristique hôtelier, mais qui a été abandonné en raison d'une guerre. Parce que dans Cyberpunk 2067, on est dans une ligne du temps qui est un petit peu différente de la réalité, où est-ce qu'il y a eu des guerres aux États-Unis avec les États des États-Unis. Donc, on est dans quelque chose, un espace-temps alternatif, un petit peu. Là, je trouvais que cette image-là est assez parlante. Malheureusement, il fait sombre, mais il y a une personne ici qui se contorsionne dans le coin parce qu'elle est probablement sous l'effet de la drogue. Il y a beaucoup de ce genre d'images-là dans le jeu et je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que, tu sais, je ne suis pas allé très loin pour prendre cette photo-là. Tu sais, comme si on va sur le coin, là, il y a souvent une avenue passante avec plein de gens qui marchent. La pauvreté et la misère est vraiment montrée et c'est très cru et c'est partout. Et il y a beaucoup de gens qui se contorsionnent de douleur, qui sont abandonnés dans des coins. Donc, vraiment, le jeu est vraiment. Il montre vraiment ces aspects-là de la société fictionnelle. Donc, ça, je trouve ça intéressant. Ah, ça là, désolé, c'est un petit peu plus dérangeant. C'est une publicité dans le jeu avec quelqu'un qui se suicide. Et là, c'est écrit Sauvez votre carrière et non Sauvez votre vie. Donc, c'est une annonce d'une pilule qu'on vend. Et juste plus loin, donc ici, c'est une industrie de Arasaka qui est une des grandes industries du jeu. Bon, pourquoi je vais montrer ces photos-là? C'est en fait pour vous démontrer que le cyberpunk en général, mais aussi le jeu vidéo Cyberpunk 2067 a cette caractéristique-là d'un réalisme abrasif. Donc ça, on voit ce terme-là à lui, qui dit dans le fond, en anglais, là, si je reprends le matériel source, c'est greedy realism. Donc, c'est comme ça que je l'ai traduit. Donc, comme quoi le cyberpunk n'est pas gêné à montrer justement des côtés peut-être un peu plus dérangeants de ces sociétés dystopiques. Là, tantôt, on se rappelle, il y avait des chercheurs qui critiquaient le côté punk dans le cyberpunk. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est le commentaire que fait Tant, qui dit que dans le fond, il faut penser que oui, OK, il y a ces critiques-là qui existent sur le cyberpunk qui sont des critiques valables. Pardon. Mais il faut en fait considérer que le cyberpunk, et là, Tant parle vraiment de la littérature, parce qu'on est, je pense, dans les années 90 quand il écrit, va venir nous montrer des choses qui sont alors disponibles pour une négociation littéraire. Et même si c'est une critique, même si le cyberpunk offre une critique politique ou sociale qui peut être discutable, bien, au moins il a l'honneur de montrer des choses que d'habitude on voit peut-être un petit peu moins dans les médias. Dans les médias de consommation ou de divertissement. Donc, est-ce qu'on se situe dans quelque chose qui est plutôt une ironie, une esthétique ou une véritable critique? En fait, ça, c'est des questions qui remontent dès le début du cyberpunk, le courant en tant que tel, de son émergence qui a été critiquée comme étant une stratégie marketing à l'époque. Et c'est quelque chose qui revient un petit peu avec le jeu Cyberpunk 2067. On peut se demander où est-ce qu'on se situe exactement. Et je vais laisser la question en suspens. Ce n'est pas une question qui est facile à répondre parce que peut-être qu'il joue un petit peu tous ces éléments-là en fait à la fois. Et pour l'ironie, par exemple, il y a dans les livres Digital Play de Klein, Curter et Dyer Whiteford, un passage que j'aime bien où ils disent pour les jeux vidéo, l'ironie, c'est un non-lose gambit. C'est un pari que les entreprises ne perdent pas parce qu'ils vont vous vendre des choses en des produits de jeux vidéo, ici en l'occurrence, en vous disant oui, mais nous, dans notre jeu vidéo, il prend une distance critique, mais finalement, cette distance critique-là, on vous la revend en tant que consommateur. Bon. C'est ça, c'est un non-lose gambit. Et j'aime bien leur diagramme aussi, donc qui est repris aussi de leur livre Digital Play, qui montre que dans le fond, le jeu vidéo, c'est un produit de consommation culturelle qui se situe à l'intersection de tous ces diagrammes de Venn-là. Donc, on a le circuit technologique, où est-ce qu'on a le hardware, donc les consoles, tout ça, les programmeurs. Le circuit culturel, où est-ce qu'on a, dans le fond, comment les joueurs s'approprient le jeu. Donc, ça, on en a parlé un petit peu tantôt. Qui n'est pas nécessairement la même chose que ce pourquoi on a pensé le produit. Des fois, il peut y avoir des frictions qui émergent. Et aussi le côté marketing, parce qu'on ne peut pas produire quelque chose dans un système capitaliste si on ne le vend pas. Ça va un petit peu ensemble. Et dans tous ces circuits-là, il y a des tensions qui émergent. Donc, eux, ils ont vraiment épinglé. Donc, on a par exemple dans le côté technologique la fermeture et l'accès. Ils vont parler aussi du piratage. On a la violence dans le côté culturel, puis la marchandisation et le jeu qui ont été opposés par les chercheurs ici.
Donc, le jeu vidéo est un produit qui est extrêmement complexe, donc c'est pour ça qu'il est intéressant à analyser et à discuter. C'est pour ça qu'on est tous réunis aujourd'hui pour en discuter, parce que c'est vraiment spécial. Et je vais terminer ma présentation avec, finalement, j'aurais pu dire qui joue quoi, ou qui joue qui. Donc, dans le jeu Cyberpunk 2077, c'est un petit peu, finalement, ma réflexion, c'est de me dire, ben, est-ce que c'est vraiment un joueur qui joue un hacker ou on va dire quelqu'un qui est issu d'un espace marginal comme un mercenaire punk, ou est-ce que c'est plutôt un joueur qui est joué par un système déterministe, capitaliste et technologique dans lequel il a été ciblé par tout un appareillage marketing, dans lequel il a dû, pour jouer au jeu, acquérir un ordinateur qui va sûrement tourner sur Windows parce que c'est comme le seul logiciel d'exploitation pour tourner les jeux vidéo, avec une puce qui va sûrement être NVIDIA pour jouer sur la carte graphique parce que c'est comme, si c'est pas des monopoles, c'est comme des oligopoles, on a comme quelques compagnies seulement. L'environnement technologique dans lequel on peut accéder aux jeux vidéo est déjà super problématique et il est déjà cyberpunk. En fait. Le cyberpunk, c'est en train d'arriver maintenant. Si vous ne saviez pas, mais c'est votre wake-up call. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plein d'auteurs de cyberpunk qui ont arrêté d'écrire du cyberpunk, notamment Gibson, parce qu'il dit ben, j'ai été dépassé par la réalité. Puis il y a une de ces grandes ces phrases qui a beaucoup été commentée, que le futur, c'est maintenant, mais c'est juste qu'il est inégalement réparti, en fait. Donc, on pourrait se demander, c'est ça, qui joue qui? Est-ce que c'est le joueur qui est joué par l'environnement dans lequel il s'insère ou est-ce que c'est lui qui joue au jeu? Et aussi, le fait que quand le jeu est sorti, il y avait beaucoup de problèmes de bugs et tout ça, la compagnie récoltait des données du jeu, donc c'est écrit dans l'écran d'accueil, afin de le patcher dans le futur. Donc, les joueurs devenaient vraiment des travailleurs qui étaient exploités. C'était du playboard. On va prendre un terme qui est attribué à Kuklitch. Donc, qui est, dans le fond, du travail gratuit qu'on recueillait sur les joueurs afin de patcher le jeu par la suite. Mais aussi, un autre côté qui m'intéresse, c'est pirate, oui, c'est ça. Dans le fond, c'est que dans le jeu, on est un petit peu un mercenaire, on hack beaucoup de choses. Mais dans la vraie vie, si vous hackez le jeu Cyberpunk 2077 et que vous faites épingler, là, tout de suite, on va avoir un autre discours. Qu'est-ce qui est transmis dans le jeu? Donc, on voit qu'il y a une tension qui émerge entre qu'est-ce que le jeu nous dit et qu'est-ce que l'environnement réel dans lequel il s'insère nous dit. Donc, une dissonance discursive. Et j'avais aussi travaillé en corporation. Là aussi, c'est intéressant parce que les travailleurs qui ont été sous période intense de crunch, qui est un gros problème de l'industrie, je pense qu'on en avait assez souvent entendu parler dans les diverses présentations. Heureusement, j'ai lu que là, ils se sont syndiqués, donc assez récemment, à signer Project Red. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais il y avait vraiment des problèmes d'exploitation quand le jeu est sorti, comme un petit peu avant, puis aussi un petit peu après, parce que bon, c'est là que ça. Et quand les dates de sortie, c'est là que les équipes sont sous pression pour sortir un produit qui est finalisé selon les standards de l'industrie. Parce que, dans le fond, ce qui arrive souvent dans les grosses productions comme ça, c'est qu'on a des dates de sortie et ils ne prennent pas vraiment en compte soit l'évolution du projet, ou ça peut être très difficile à planifier ou à arrimer ensemble les deux. Et donc, ça fait en sorte que souvent les compagnies, malheureusement, ils instaurent des périodes de crunch pour les employés. Et mais c'est assez ironique parce que dans le jeu, finalement, on est dans un jeu où est-ce que c'est dirigé par des méga corporations qui exploitent les gens. Et finalement, c'est un petit peu qu'est-ce qui se passe aussi dans l'environnement réel dans lequel le jeu performe. Et donc, pour terminer, on parle d'un jeu qui s'insère dans une catégorie du méta-cyberpunk. Donc, le méta-cyberpunk, c'est Duret, qui en a parlé dans son livre Envers miroir. Mais dans le fond, pour lui, le méta-cyberpunk, c'est que les nouvelles productions du cyberpunk vont venir jouer des tropes du cyberpunk en étant conscient. Mais moi, je vais dire qu'en fait, c'est doublement méta-cyberpunk parce que non seulement c'est une œuvre méta-cyberpunk, mais en plus, si on regarde les tensions qui émergent entre le discours entre qu'est-ce qu'il y a dans le jeu et qu'est-ce qui est réel, mais là, on a un autre côté méta. Par exemple, un joueur qui pense jouer un mercenaire punk, mais que finalement, il n'est pas vraiment libre, alors qu'il pense qu'il est, mais qui a été ciblé par toute cette campagne de marketing-là, cette exploitation des données-là pour patcher le jeu par la suite. Donc, ce côté-là, doublement un petit peu méta dans le jeu. Et si vous voulez ma biographie, j'ai fait un peu de QR parce que le futur, c'est maintenant.
Si vous êtes trop loin pour la scanner, je l'ai aussi sur mon cellulaire. Voilà, merci. Merci beaucoup pour la présentation. C'est différent évidemment de Ah oui, ce super. matin. Ok, cool. On aurait pour éventuellement aussi des petites questions ou demandes de précision. Oui. Ben, merci beaucoup pour la présentation, c'était génial. Écoute, dans ton titre, tu avais la dissonance discursive. Je trouve qu'il y a un super beau potentiel théorique et même méthodologique autour de ce concept-là, mais tu ne l'as pas vraiment défini. On comprend quand tu expliques qu'est-ce que la dissonance entre le discours fictionnel dans le jeu et le discours dans le monde discursif autour du jeu, ce qu'on apprend sur le contexte de production et tout ça. Comment tu le définirais, ce concept-là qui est super utile et qui peut servir à plein d'autres personnes? Comment tu définis sa portée méthodologique dans ta recherche à toi? Ah, bien, je vais spécifier dans le fond, ma recherche, c'est pas du tout, c'est pas du tout là-dessus. C'est sur le jeu Cyberpunk 2077, mais là, j'ai un peu adapté ma présentation pour le cadre ici du colloque. En fait, je fais ma recherche plus précisément sur la zone extra-légale dans le jeu. C'est ce qui me permet de faire l'affiliation entre le roman de Romancer, où est-ce que Night City, c'est un quartier dans Shiba, qui est une zone un petit peu outlaw zone, mais pas exactement, mais bref. Puis après, je fais aussi le lien avec, dans le livre de jeu de rôle, où est-ce qu'on passe à vraiment une ville, Night City, qui est comme un petit peu aussi laissée à elle-même. Puis dans le jeu, je reviens vers Pacifica, qui est un quartier qui est vraiment extra-légal, où est-ce qu'il a été carrément abandonné par l'État, avec une ville qui s'appelle Dogtown. Fait que c'est vraiment ça mon sujet de recherche dans ma maîtrise, c'est un petit peu différent. Pour revenir à la dissonance discursive, je pense qu'on pourrait se baser sur Digital Play. J'avais montré un petit diagramme vite. Ils n'utilisent pas les mots dissonance discursive, mais ils vont révéler des tensions qui existent dans les différents circuits. On avait les 3 cercles. Puis justement, par exemple, entre qu'est-ce que la compagnie va nous dire quand elle essaie de nous vendre le jeu, puis comment les joueurs vont se l'approprier, il va y avoir des tensions qui existent. Donc, si je le mets dans mes mots, je dirais que c'est un genre de dissonance discursive, mais eux, ils vont utiliser d'autres mots pour en parler. Mais c'est un petit peu comme des concepts qui vont se recouper. Oui? Oui, merci pour la présentation. J'ai vraiment beaucoup aimé à la fois thématiquement et méthodologiquement. Merci. Je me posais toujours dans pas métho, mais théorique. Tu as parlé rapidement du concept post et un peu comme particule, en fait, qui est mis sur un concept et que comme un post-it, on peut l'enlever. Ouais. J'aurais aimé t'entendre développer un peu sur qu'est-ce qui se passe quand on retire le post-it, quand le post-it tombe avec le concept de manière générale, qu'est-ce que... Bien, le post-it qui tombe, ça, c'était Mariana Hirsch, c'est ça, si j'ai oublié son nom sans mes notes. Dans le fond, elle disait ça pour sauver le côté fragile du poste. Donc, que c'est pas un renouveau du concept, mais c'est vraiment plus comme une apposition. Fait que je pense pas qu'on puisse l'enlever en tant que tel. Je pense que c'était juste, elle disait ça pour souligner la fragilité du poste. C'est comme ça que je l'aurais interprété. Ouais. Je sais pas si ça fait plus. Comment? Sous le move méta-le-fuck, quand on parle de méthode oui. après le postmodernisme, puis là, avec le cyberpunk, en fait, tu fais un peu la même chose avec le méta-cyberpunk. Oui, c'est vrai. On n'a pas de questions de plus en ligne. On va passer à la présentation suivante. Merci beaucoup. Merci.